Je suis né le 26 janvier 2026. Ma carte d'identité mentionne pourtant bien que j'en ai 40 et quelques, mais je suis né ces dernières heures. En tout cas, je viens de m'en rendre compte. Le 7 octobre 2023 nous a tous plongés dans une stupeur imperceptible. Nous n'avons pas compris, frappés par la vie d'une manière inimaginable, écrasés, dévastés, entre torpeur, cauchemar, rage. Et quand on travaille dans le journalisme, s'ajoute une mission, un sens du devoir, même une effervescence dont il y avait à raconter. Il a fallu chercher, découvrir l'horreur, regarder les pires images, courir les témoignages, ceux des héros, ceux des endeuillés et ceux des otages. Appeler un proche de victime, c'est dur. On a le sentiment d'être indécent, mais aussi la conviction qu'il est important de faire entendre. On cherche ses mots, on s'excuse, on réconforte. On voudrait prendre dans ses bras, et pourtant on gère froidement une logistique à laquelle même les parents de victimes étaient rodés. À quelle heure et où il fallait parler. Puis la période se fait longue, interminable. On vit un jour sans fin. Les rubans jaunes envahissent l'espace, comme un rappel et une interdiction d'oublier. Les nouvelles victimes, tombées au combat, se rapprochent de votre cercle. Nous avons vécu les alertes, la guerre, au sud, au nord, les dissensions, les premières libérations entre colère, soulagement et émotion. Voilà notre quotidien pendant 2 ans et demi de guerre, sur le terrain et sur les réseaux. Les injustices, les inversions et les accusations, et les tweets qui faisaient plus mal que les missiles iraniens. Et puis ce jaune partout, toujours, ce rappel qu'on n'a pas le droit de vivre. Ces rubans dans les rues, aux murs, aux fenêtres, aux voitures, aux vêtements, et ces affiches, ces stickers, ces visages qui nous hantent à chaque recoin de notre quotidien en apnée. Au début, on s'y attarde, on appréhende les questions des enfants. Chaque poster provoquait alors une pensée, une parole, une prière. Puis doucement, on a commencé à détourner le regard. Il fallait avancer et ces photos faisaient mal. On s'éloignait des infos, on évitait les affiches de ces otages. Il fallait recommencer à vivre normalement. Et chacun a eu ses méthodes pour cela. Moi, par exemple, je me suis senti insensible. J'ai balayé des posts Instagram, j'ai détourné les yeux. Même les libérations étaient difficiles à suivre. J'ai culpabilisé, je me suis senti indigne de vivre ici, déconnecté, comme un syndrome de l'imposteur israélien. Et puis est venu le 843e jour. Ran Gvili, le dernier otage de Gaza, que l'on savait décédé, a enfin été retrouvé. Sa dépouille était en Israël, entre les mains de ses frères. Et là, c'est tout un poids qui a disparu. Mon abdomen s'est libéré, allégé instantanément. Je me suis entendu respirer d'un long soupir. Et c'est à ce moment, sur le son d'Abaïta, que j'ai réalisé que le jaune allait nous quitter. J'ai vu les rubans se retirer et les larmes me sont montées. De manière totalement inattendue. Voir les rubans jaunes se faire découper, et c'est mon cœur qui s'est fendu. À cet instant, j'ai compris. Je pensais être devenu insensible, froid. J'étais simplement devenu résilient. J'étais devenu israélien, dur dehors et doux à l'intérieur. Obligé de faire ce qu'il faut pour avancer, mais intrinsèquement lié à chaque âme de ce pays. C'est peut-être ça, être juif, finalement. Au point de se demander si on peut l'être pleinement ailleurs qu'ici, loin de cette terre, de cette loi, de ce peuple. Oui, après 843 jours de gestation, l'enfant d'Israël en moi est né. Et beaucoup d'Israéliens sont probablement nés ce 26 janvier 2026. Le philosophe Abraham Livni écrivait que le retour d'Israël était l'espérance du monde. Et si le retour de Ran et des otages était l'espérance d'Israël ?